Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Nous sommes ravis aujourd'hui d'être en compagnie de Yorick de Montbin. Alors, pour te présenter brièvement, je vais te laisser compléter. Bonjour Magali, bonjour Antoine. Bonjour, tu es à mon sens un penseur de Bitcoin ou en tout cas un pont possible entre notre société telle qu'elle est maintenant et la possibilité d'une société en compagnie de Bitcoin. Comme monnaie ou non, ça on le verra puisque ça fait partie des récents discours que tu as eu à propos de la reine des crypto-monnaies. Je te laisse compléter. C'est toujours délicat de présenter les invités et ce d'autant plus lorsqu'ils ont un éventail comme toi de capacités. Alors, merci beaucoup pour votre accueil à tous les deux. Mon job actuel, c'est d'être magistrat à la Cour des comptes. Et donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec les cryptos, la blockchain, malheureusement. Mais c'est comme ça pour le moment. Et donc, le Bitcoin, pour moi, c'est devenu un hobby à partir de l'année 2016, quand j'ai découvert ce sujet. Je l'ai pas mal étudié. Au début, je m'intéressais un peu à toutes les cryptos, et puis progressivement, je me suis concentré sur le Bitcoin. Je pense que c'est vraiment la crypto la plus puissante, la plus intéressante, la plus prometteuse, la plus révolutionnaire. Et ce qui m'intéresse dans ces sujets, c'est à la fois les aspects révolution technologique et industrielle, euh, avec des usages non monétaires, et puis aussi l'aspect révolution monétaire, qui pour moi est d'ailleurs même encore plus intéressant que les autres aspects, parce que il est plus dérangeant, il intègre des aspects politiques, civilisationnels, culturels, économiques. Et pour moi, si cette révolution monétaire se fait, c'est un basculement historique potentiellement. Donc c'est tout ça que j'ai essayé de creuser en m'appuyant sur des grands penseurs, des grands auteurs, des grands économistes, des philosophes, essentiellement de l'école autrichienne, qui est un courant de pensée pas très connu en France, mais extrêmement fertile et puissant et connu à l'étranger. Alors, en vulgarisant, pour ceux qui ne connaissent pas l'école autrichienne, on pourrait parler d'une valorisation de la propriété, d'une valorisation de la liberté individuelle, ainsi qu'une valorisation, oui, de la propriété également individuelle. Souvent, on associe ça au courant libertarien, pardon. Alors, ça, le mot libertarien est très ambigu parce qu'il n'a pas tout à fait le même sens en France et aux États-Unis. Euh, donc, en fait, on peut dire que l'école autrichienne, c'est un sous-ensemble du courant libéral. Le courant libéral est très vaste et a des tas de courants de pensée. Et le courant autrichien, c'est un courant de pensée de cette grande famille, mais qui est très spécifique, qui a une méthodologie particulière, qui est très différente des autres, qui a une épistémologie scientifique différente et qui l'amène à avoir des types de raisonnement beaucoup plus rigoureux, construits, et qui aboutissent à une interprétation du fonctionnement des sociétés et des préconisations qui vont dans le sens libéral, avec certaines subtilités par rapport à d'autres courants libéraux, et qui amènent, comme tu dis, à valoriser le concept de propriété, propriété de soi, propriété sur ses biens légitimes, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue éthique et philosophique, pour fonder les droits justes. Et donc, dans ce courant, il y a une analyse de la monnaie qui est très originale, une analyse historique et théorique qui est très particulière et qui est très utile pour comprendre l'émergence des cryptos. Et les autres courants libéraux ont plus de mal à comprendre les cryptos, justement, parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même vision de la monnaie, y compris des courants libéraux, hein, qui résistent toujours à l'émergence des cryptos, contrairement aux Autrichiens qui, eux, acceptent un peu plus ce phénomène, même s'il y a des débats parmi eux. Alors, si jamais vous êtes intéressé pour creuser un petit peu le sujet de tête, le pionnier, alors j'ai un piètre accent et c'est de tête, c'est Ludwig von Mises, M-I-S-E-S. Ludwig von Mises. Voilà. Voilà. Et vous pourrez trouver sur Internet des tas de choses disponibles sur ce courant. Oui, C'est mais super. alors lui, c'est le grand penseur. C'est pas le plus connu. Le plus connu, c'est Hayek, parce qu'il a eu le prix Nobel. Mais les deux sont quand même assez techniques, hein.
Donc, si on veut découvrir ce sujet, moi, je ne conseille pas forcément de s'attaquer directement à ces deux grands maîtres, mais plutôt soit à leurs successeurs, soit à des gens qui ont écrit des ouvrages de pédagogie un peu plus grand public. Et sur la monnaie, il y a un petit livre majeur écrit par un des principaux élèves de Mises, qui est Rothbard, Rothbard, et qui lui a écrit un petit livre fascinant sur la monnaie, intitulé « État, qu'as-tu fait de notre monnaie ?» État, qu'as-tu fait de notre monnaie? Et il est disponible gratuitement sur Internet. Et c'est un petit livre absolument génial, qui est idéal pour découvrir ce courant sur l'aspect monétaire. Et donc, du coup, pour un petit peu avancer, c'est assez intéressant de voir que c'est une pensée philosophique, au final, qui t'a fait rejoindre quelque chose de très technique, c'est-à-dire la cryptographie. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est des valeurs humaines autour du problème de la liberté, des droits fondamentaux, de comment organiser une société pour que la coexistence pacifique soit possible et pour que le progrès économique soit possible, y compris au service des plus faibles. Donc tous ces grands sujets qui passionnent tout le monde, qui sont des sujets politiques, en fait, ils sont impactés par la question de la monnaie. Et enfin, la monnaie a vraiment une influence énorme sur ces problèmes, et c'est pas toujours connu à l'époque contemporaine, où la monnaie fait l'objet d'un monopole juridique et intellectuel imposé par l'État, et qui laisse croire aux gens que c'est bon, il n'y a pas de sujet. La monnaie, c'est géré, c'est sous contrôle, c'est pas ça le problème. Il faut qu'on s'occupe d'autre chose. Or, c'est faux. Et l'irruption des cryptos dans le paysage fait prendre conscience à énormément de gens qu'il y a un sujet sur la monnaie. Il faut y réfléchir. Le régime monétaire n'est pas anodin. Il a des conséquences majeures sur le type de civilisation qui se développe. Et ce sont ces aspects, moi, qui m'ont intéressé. Comment? Et du coup, le mode de pensée qui développe la civilisation. Voilà. Or, l'analyse des Autrichiens est que le régime monétaire dans lequel on est depuis 1971, qui est très particulier dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est la première fois qu'on peut créer de la monnaie à partir de rien, et bien, ce régime monétaire est fondamentalement vicieux et corrompu. Il détruit l'harmonie sociale et il limite le développement économique. Et il a des tas d'effets négatifs extrêmement problématiques. Et donc, ces auteurs préconisent le retour à une forme de monnaie plus saine. Et donc, la monnaie la plus saine qu'on ait connue dans l'histoire humaine, c'était l'or. Alors, il y a des débats parmi eux. Certains disent il faut revenir à l'or. D'autres disent mais non, c'est complètement absurde. C'est trop dépassé techniquement. Et ça tombe bien, on a maintenant une forme d'or numérique. Alors, intéressons-nous à cet aspect. Oui. C'est vrai qu'il y a une guerre parce qu'on voit toujours que je trouve que lorsqu'il y a eu la défi, en tout cas, le dollar reste on dit toujours le prix du BTC en dollars. Et du coup, je trouve à chaque fois qu'entre les guerres entre les différentes monnaies, bah, je trouve que grâce à l'USDT, le dollar a pris le dessus, en tout cas, sur l'euro ou d'autres monnaies, en tout cas, qui sont moins apparentes. Et vraiment, c'est un écrasement complet du dollar. Du coup, je peux un petit peu ça. Tu as raison, il y a cet aspect qui s'ajoute au problème du régime fiat, c'est le problème de la prédominance du dollar. C'est un élément de complexité et c'est un élément choquant en soi aussi. Ouais. Et c'est assez fou parce que, alors là, je fais une petite parenthèse sur mon travail, mais même du côté des médias francophones, on a tendance à parler du prix en dollars. Oui. Ce qui est assez surprenant en dollars ou en stablecoin indexé sur le dollar. Et du coup, c'est assez surprenant parce que ça montre une espèce de calque un petit peu, comme si le dollar, progressivement, il arrivait même du côté de la finance décentralisée à gagner un petit peu de part de terrain. Alors, est-ce qu'il y a des limites à imposer à cette dualité? Je te laisse compléter peut-être, mais... Non, pour moi, le sujet, c'est que les États-Unis ont réussi à imposer leur monnaie comme monnaie de référence mondiale à leur profit économique,
parce qu'en créant beaucoup de dollars, ils peuvent en fait consommer énormément en exportant de l'inflation dans le monde entier. C'est ce qu'on a appelé le privilège exorbitant dans les années 70. Donc c'est un privilège économique, et deuxièmement, c'est un privilège géopolitique, parce que ils arrivent à imposer leur présence dans le monde entier, à imposer la présence de leur armée, à nouer des alliances, etc. Et tout ça, c'est grâce à l'existence de cette monnaie quasi mondiale qu'ils ont réussi à imposer. Et il y a aussi un lien avec l'industrie pétrolière. Ils ont réussi à obtenir que les marchés du pétrole soient libellés en dollars en échange d'une protection militaire accordée à l'Arabie Saoudite. Et donc, en fait, tout ça est très malsain. Et c'est dénoncé de diverses manières. Il y a des anti-américains primaires, et qui sont souvent en fait des gauchistes et des anticapitalistes, qui dénoncent ça en disant tout ça c'est le règne du capitalisme. Mais à mon avis, il y a une vision beaucoup plus juste pour dénoncer ça, c'est la vision des penseurs autrichiens qui disent c'est pas normal que la monnaie soit utilisée comme un instrument de pouvoir par quelque pays que ce soit, par un pays capitaliste ou par un pays anticapitaliste. Et c'est très malsain que les États-Unis aient une politique impérialiste dans le monde. Changeons de monnaie et les États-Unis auront moins de pouvoir et ce sera beaucoup plus sain. Et on peut rebondir sur ce que tu dis tout à l'heure, tu évoquais l'or. Les États-Unis ont déjà été, dans les années 30, je crois bien, jusqu'à confisquer l'or de leurs concitoyens, tellement ils voulaient ils avaient besoin d'argent, je crois également, et c'était pour maintenir la suprématie du dollar dans le pays. Alors, la suprématie du dollar à cette époque, elle était beaucoup moins importante. Elle s'est quand même surtout développée après la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, ils avaient tellement mal géré leurs propres affaires économiques domestiques qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu une crise monétaire et ils ont décidé d'essayer de récupérer tout l'or de leurs concitoyens, de leurs administrés. Et donc, c'était en 1933, je crois, ils ont édicté un horrible décret, je sais lequel. Voilà, et les individus étaient censés rendre leur or, enfin, le vendre à un prix très faible, décidé par les autorités. Et certains ne l'ont pas fait d'ailleurs. Mais en tout cas, ça a été un événement très choquant, parce que là, ça a fait prendre conscience à beaucoup de gens que même une monnaie saine comme l'or peut être appropriée par la puissance publique par des moyens autoritaires, alors que c'était une démocratie, un pays soi-disant libéral. Et en fait, on voit que les pays libéraux et les démocraties sont capables de faire preuve d'autoritarisme contre leurs propres citoyens en utilisant le levier monétaire. Et donc, un des enjeux des crypto-monnaies, c'est de fournir des outils qui vont permettre aux individus de se protéger contre ça. Pas seulement dans les pays autoritaires, mais aussi dans les démocraties, qui ont des biais et des dérives parfois autoritaires également. Ben, on l'a vu pendant le Covid. En tout cas, l'impression des deux côtés de toutes les monnaies a été spectaculaire. Hein. Sur les graphiques, c'est impressionnant. Et on a vu lors d'une crise mondiale comme ça, ben, en fait, c'est nos limites, quoi. C'est tant qu'on a besoin, on imprime. Et ça dérègle par la suite. Et dans ces circonstances, les banques centrales ont réussi à faire croire aux populations qu'elles avaient sauvé l'humanité. Et que grâce à leur action consistant à créer plein de monnaies pour soutenir l'économie, elles ont permis de lutter contre la pandémie, etc. En fait, c'est une vision très contestable des choses, et c'est assez triste que l'essentiel de la population ait finalement gobé cette interprétation. On peut à l'inverse penser qu'elles ont saisi une occasion de renforcer leur pouvoir, et que ça a représenté une accélération dans cette fuite en avant de création monétaire folle dans laquelle on vit depuis 20 ans. L'inflation et le retour du bâton, quoi. Enfin, l'inflation est due à cette grande partie à l'impression qui a été faite lors du Covid. Bon, c'est le résultat. Hein. Exactement. L'inflation des prix est la conséquence inéluctable de l'inflation de la masse monétaire. Et ça, c'est quelque chose que seuls les Autrichiens ont dit pendant des années, dans le désert le plus complet, sans être entendus ou en étant critiqués. Depuis le début des années 2000, les Autrichiens disent « on crée trop de monnaie,
ça va finir par créer de l'inflation des prix. Et 100% des économistes leur disaient « Mais non, c'est toujours vos vieilles lubies d'économistes dépassés, de vieux penseurs du 19e siècle, on est dans un autre monde, les choses se passent plus comme avant, etc. » En fait, les faits sont en train de leur donner raison. Et c'est exactement ce que tu décris. Alors, est-ce que si on en revient sur vraiment la domination de la monnaie et surtout ce que l'histoire de la monnaie peut nous apporter, est-ce que factuellement, ça peut être possible que l'État nous confisque nos bitcoins? Je pose cette question non pas pour enfoncer des portes ouvertes, mais plus pour poser peut-être les limites qu'il y aura dans l'utilisation et l'application de Bitcoin à grande échelle avec dans l'équation la régulation. Voilà. Oui, ça, effectivement, c'est une question assez fondamentale. Hein. Moi, en fait, ce qui m'intéresse dans les cryptos, c'est quelle crypto est la plus résistante à des attaques informatiques et à des attaques étatiques. Si un jour les États veulent se débarrasser des cryptos, ils vont probablement réussir à éliminer la plupart des crypto-monnaies parce qu'elles sont plus fragiles techniquement que le Bitcoin. En revanche, ça va être plus compliqué pour le Bitcoin de l'empêcher de fonctionner concrètement. En revanche, ils peuvent largement terroriser leurs utilisateurs et donc dissuader l'utilisation du Bitcoin. Je ne vois pas comment les États pourraient en fait s'approprier les bitcoins des individus, parce que si les gens détiennent leurs propres tokens, en fait personne ne peut les saisir. C'est seulement s'ils les laissent sur des exchanges que là les bitcoins deviennent saisissables. Donc pour moi le sujet c'est est-ce que les États peuvent dissuader les gens de posséder et d'utiliser des bitcoins? Et la réponse c'est oui, à court terme, par de nombreuses mesures fiscales et réglementaires, mais en même temps, à moyen et long terme, je ne suis pas sûr que ça puisse tenir. C'est-à-dire que les gens peuvent s'organiser, le marché noir peut exploser, la valeur des monnaies étatiques peut s'effondrer à cause de la tentative des États de s'attaquer au Bitcoin, puisqu'en fait, ce serait un coup de pub immense en faveur du Bitcoin. Ce serait révélé à des tas de gens qui n'en sont pas encore conscients le principal intérêt du Bitcoin. Et ce serait considéré finalement comme une attaque extrêmement pernicieuse en termes de principes démocratiques et philosophiques. Ça engendrerait probablement une résistance des populations, pas immédiate, parce que les populations sont assez dociles en fait à court terme. Mais à long terme, j'imagine que les gens ne se laisseraient pas faire. Donc finalement, moi je ne suis pas très inquiet sur ce scénario, mais je reconnais que c'est une question complexe et que en fait on peut très bien se dire bah non, moi je ne crois pas au Bitcoin parce que si les États veulent empêcher son usage, ils y arriveront, donc c'est une monnaie sans avenir. C'est toujours le raisonnement majoritaire aujourd'hui. Hein. Et je peux comprendre que les gens soient assez prudents ou réticents là-dessus. Et puis tu as le traitement qu'en font les médias également, qui accompagne parfois et participe à une nébuleuse de clichés. Mais j'allais dire que pour l'instant, on voit que Binance a 80% des volumes dans la crypto-monnaie. Par jour, je crois que ça représente plus du milliard. Et du coup, je me dis qu'avoir délégué, voilà, si on a du Bitcoin sur un wallet, oui, mais après, si on le souhaite, il y aura le marché noir qui peut exploser. Mais pour la masse adoption, il faut forcément repasser par un échange. Et on peut toujours, si on bloque les échanges, c'est déjà pas normal d'avoir, en tout cas déjà à l'heure actuelle, 80% soit brassé par un échange. Je trouve ça complètement fou. Je sais pas, pour l'avenir, en tout cas, j'aimerais que ce soit un peu distribué parce qu'on ne peut pas laisser un échange avoir le dessus comme ça sur toutes les crypto-monnaies, quoi. Oui, là, on est dans une phase de transition où il y a des aspects un peu décevants ou choquants ou inquiétants, et celui-là en fait partie. Après, on peut espérer que des exchanges plus petits se développent, et puis aussi que des exchanges décentralisés se développent. Et là, j'avoue ne pas trop savoir où on en est dans cette tendance. Je sais que ça existe, que ça progresse, mais voilà. On a eu Julien Bouteloup
qui est là il y a quelques jours, et on parlait avec lui de la finance décentralisée. Et je pense que ce qu'il fallait en fait définir déjà, c'était les grandes lignes de à quoi ça va servir. Parce que pour l'instant, c'est encore le bac à sable et on peut emprunter, voilà, on peut déposer, emprunter. Ça, on a trouvé ça, c'est intéressant. Mais après, voilà, il faut vraiment définir des grandes lignes de travail parce que on n'a pas encore vraiment trouvé l'utilité réelle quand on explique là la finance décentralisée à quelqu'un. On peut faire joujou, mais c'est un peu les outils classiques de la finance traditionnelle qu'on a implémentés sur un défi. Du coup, voilà, on disait que bon, c'est encore récent. Et du coup, il y avait encore tout à construire sur. Il y a déjà de définir peut-être les grandes lignes de à quoi ça va servir plus tard et quels outils mettre sur la finance décentralisée. Alors, moi, je pensais surtout aux exchanges décentralisés qui sont en fait une petite catégorie très spécifique, hein. Sur la finance décentralisée en général, la DeFi, bon, c'est un secteur émergent, donc Julien a sans doute raison de dire que on ne sait pas encore très bien comment ça va évoluer, mais en revanche, l'idéal de la DeFi, il me semble assez clair, c'est de reconstruire un secteur financier ex nihilo, beaucoup plus désintermédié que le secteur financier traditionnel, avec des services similaires, des services plus innovants, sans les inconvénients et les dérives techniques, économiques et même morales de la finance traditionnelle. Ça, ce cap, à mon avis, il est assez clair, il est assez intéressant, il est assez indéniable. La seule question, c'est comment ça va se mettre en place progressivement en évitant de recréer des effets pervers de la finance centralisée. Et ça, toute l'année 2022 a montré que, en fait, on s'était largement fourvoyé sur beaucoup d'aspects de la DeFi, où des gens qui ne comprennent pas la finance ou qui font semblant de la comprendre, en fait, on recrée des single point of failure, des aspects de centralisation non assumés, non explicités, ou parfois même inconscients, qui se sont révélés dans des situations de crise. Donc, en fait, il y a eu un grand nettoyage, un grand lessivage, et on peut espérer maintenant que la DeFi va continuer à se développer sur de meilleures bases. Et sans citer le nom, mais il y a un DEX que j'apprécie sur Cosmos, et j'en parlais avec ZZDex dans la vidéo, et qu'on remarquait que sur la DeFi, les protocoles qui avaient quand même une équipe et qui avaient quand même une partie centralisée, et ben en fait s'en sortaient mieux à garder de la liquidité ou même amener de la liquidité, même s'ils étaient sur la DeFi, parce qu'au moins ils savaient où ils allaient, et du coup le fait que ce soit une partie centralisée faisait rassurer en tout cas les investisseurs ou ceux qui veulent prendre des positions avec du levier sur la DeFi. Et du coup, j'ai dit tiens, c'est intéressant parce que c'est complètement décentralisé, et bah au final la liquidité était amenée à aller vers des trucs un peu plus centralisés. Donc toujours intéressant de voir le comportement des utilisateurs, même sur la DeFi, que les protocoles qui avaient une partie où il y avait une équipe réelle, où il y avait des objectifs, voilà, ils savent où ils vont, et ben en fait rassurés en tout cas. Mais tout ça, c'est très intéressant parce que si tu prends par exemple l'usage des crypto-monnaies qui est fait dans certains pays d'Afrique, tu as de fait le postulat qu'il y a une souffrance monétaire, une débancarisation, etc. dans certains pays. Et du coup, de fait, pour vulgariser, il y a un essor de l'utilisation des crypto-monnaies. Au-delà du saut technologique également, puisqu'ils n'ont pas les infrastructures Internet que nous avons et qu'ils avancent, eux, vers la blockchain, il y a aussi le problème, à mon sens, de l'utilisation des exchanges centralisés qui, du coup, ne se rendent pas forcément compte que bah oui, ok, c'est mieux que ton système actuel, mais non, t'es pas du tout libre de tes fonds et tu n'es pas sur Bitcoin. Tu es sur Binance Afrique. Enfin voilà, alors je vulgarise vraiment une situation qui est très complexe, mais à mon sens, ça peut être une forme de danger pour la philosophie de Bitcoin qu'on exposait au début de l'interview. Oui, on peut espérer que les gens se mettent à détenir progressivement leur crypto par eux-mêmes.
Bon, moi, je vois pas de raison d'être pessimiste là-dessus, hein. Mais c'est sûr qu'on est dans une phase, oui, de fragilité. S'il y avait des gros problèmes soudains, beaucoup de gens perdraient leur crypto. Ça serait très regrettable. Après, ça servirait d'effet d'apprentissage pour les suivants, et c'est un peu comme ça que ça se passe. Je pense que l'échange FTX a rappelé, en tout cas, que détenir ces cryptos, ne pas les mettre sur un échange, c'était très important. Et je pense que des rappels comme ça, c'est un bon rappel. Il faut le mettre sur le compte formation, mais voilà, faut vraiment, tant qu'on ne détient pas ces cryptos sur son wallet, c'est pas à nous. Exactement. En fait, on pouvait penser qu'après l'effondrement de MTGOX, en fait, les gens feraient attention. Mais il y a eu tellement de nouveaux arrivés sur le marché qu'ils n'ont pas eu ce recul et cette connaissance, et ils se sont fait piéger. Et donc là, effectivement, FTX servira de leçon pour plusieurs années, avant que encore de nouveaux arrivants soient imprudents et se reprennent à une énorme catastrophe sur la tête. Et c'est un peu le cycle inévitable de la mise en place des cryptos. Voilà. Et FTX, pour suivre un petit peu le procès de très près avec mon travail, ce qui est terrifiant et fascinant, c'est qu'en fonction du cours des crypto-monnaies, on aurait pu ne rien voir. Exactement. Une bonne partie de l'effondrement vient de la fragilisation de leurs assets, et donc c'est ça qui a amené à révéler leur montage baroque, et le fait que FTX avait prêté sans limite à Alameda. C'est ça. Le trou majeur, il existait depuis 2020 de tête. C'est délirant. Voilà. Ils ont survécu. Et donc finalement, le bear market a été le catalyseur de l'effondrement de FTX, et heureusement que ça s'est passé comme ça. Parce que, comme tu dis, si finalement ils avaient prospéré plus longtemps et accumulé encore plus de fragilité et de sommes gigantesques, et peut-être que la crise inéluctable, si elle était arrivée quelques années plus tard, aurait été encore plus massive. Et donc, là, c'est un avantage du bear market, c'est qu'il a permis de dégonfler la baudruche relativement tôt, puisque finalement, FTX a été créé en 2019. Ouais. Et donc, c'est 3 ans plus tard. En 3 ans, la boîte s'est effondrée, ce qui est un nettoyage d'une rapidité historique. C'est assez fascinant. Ah oui, je tombe dans le terrier du lapin blanc avec ce procès. C'est vraiment fascinant. Puis il y a toute la mécanique juridique américaine en plus qui ajoute un petit peu au... Et je trouve que ça fait beaucoup de mal, en tout cas. Je trouve que ça a fait beaucoup de mal à l'écosystème, tout, en tout cas, pour l'image. Et je trouve que c'est vraiment regrettable. Parce qu'en fait, c'est vraiment... Ça a blessé l'écosystème, mais par contre, pour en revenir au point... l'écosystème a été blessé, mais Bitcoin en est ressorti que plus vaillant. Je te laisse reprendre, Antoine, mais c'est... Oui, tout à fait. Non, mais tu as raison. C'est qu'après, on s'est méfié sur la sécurité. On a la confiance. Au départ, c'est un peu pour ça qu'on est là. Hein. On fait confiance à du code, à un smart contract, un livre. Et du coup, là, on se dit, tiens, il y a un voleur qui est apparu dans l'écosystème. Tout le monde lui a fait confiance, prêt à acheter des stades. Vraiment... il était copain un peu avec tout le monde. Il était impressionnant et tout le monde est tombé dans sa combine. Et je sais pas. C'est un drame pour l'industrie, parce que ça fait prendre des années de retard au développement de l'industrie, mais qui s'était aussi développé trop vite sur certains aspects. Donc c'est comme le cours des cryptos. Tout le monde se plaint qu'il est volatile, etc. Mais ce sont des sujets pour lesquels le développement ne peut pas être linéaire. Il se fait par des phases d'excès et de nettoyage des excès. Et donc, ça engendre beaucoup de drames humains. Évidemment, les gens qui ont perdu leur argent, ou toutes les startups qui n'ont pas pu lever des fonds par la suite, et qui ont connu des catastrophes. Beaucoup ont dû faire faillite. En fait, cet enchaînement de catastrophes et de drames humains est extrêmement triste pour les gens qui les ont subis. Après, le volet positif, c'est que finalement, ceux qui sortent vivants de ces décombres, ils ont subi un tel choc qu'ils en sortent renforcés, endurcis. Ils ont prouvé leur résilience. Et c'est le cas de Bitcoin. Bitcoin traverse une série de catastrophes et en sort vivant. Et donc, tous les gens aujourd'hui qui critiquent Bitcoin en disant « Regardez votre truc, c'est FTX, tout ça, c'est la même chose ». En fait, ils sont dans l'erreur complète. Une fois que la poussière va retomber et qu'ils vont voir qu'il n'y a que Bitcoin
qui survit, là, ils vont comprendre ce que c'est vraiment que Bitcoin. Un deuxième point sur FTX, et je trouve que c'est assez peu souligné par les médias, mais ça l'est par le journal du Coin, bien sûr, c'est l'effet profondément choquant du capitalisme de connivence. Ce type, SBF, avait arrosé tous azimuts les politiciens américains, soit directement, et ça on a les chiffres, soit indirectement, en soutenant les fondations, les think tanks, des organismes de recherche, des organismes caritatifs, pseudo-humanitaires. 300 millions de dollars pour. J'avais les chiffres, je les ai retenus. 300 millions de dollars en tout, le budget versé, ne serait-ce que politique, je ne compte pas les associations philanthropiques. Voilà, mais dans les associations philanthropiques, il y en a beaucoup qui sont en fait des couvertures pour des trucs politiques. Et donc, il a arrosé tous azimuts. Mais quand je dis tous azimuts, c'est pas tout à fait correct, parce qu'il a arrosé en priorité le camp au pouvoir. 10 millions à Biden. Comment ? 10 millions, juste Biden. Oui, mais moi, je parle du camp au pouvoir, c'est les démocrates en général. Et donc, et c'est une écrasante majorité des financements, ce sont pour les démocrates. Et il y a un silence gêné de la part des médias français, qui sont largement pro-démocrates, sur cet aspect. Et donc, les bitcoiners qui sont plus attentifs que les autres doivent être vigilants là-dessus et comprendre ce qui s'est passé vraiment. Ouais. Parce que c'est hallucinant. On avait fait justement, je ne sais plus quels médias anglo-saxons, on les avait sourcés, on l'avait repris. Tu avais plus de 75% de l'équivalent du Congrès qui avait été nourri par Sam Bankman-Fried. Voilà. Et puis derrière, en plus, ça se corrèle avec des témoins qui disent qu'ils rêvaient d'être président des États-Unis. Enfin, c'est lunaire. Voilà. Dans tout ça, en effet, tu as Bitcoin qui en sort vainqueur, qui ne chute pas, qui va pas au fond du gouffre. Bon, c'est pas l'explosion, il vaut pas des 1000 et des 100 en ce moment, mais il se maintient. Et au final, il n'est pas si volatile que ça. Il a des hauts, des bas. Mais si on en revient au JDC, j'ai l'impression quand même que ça fait plusieurs mois que je titre Bitcoin à temps, Bitcoin entre 25 000 et 30 000, quoi. Il va pas plus loin. En fait, il a même pratiquement doublé depuis l'effondrement de FTX. Hein. Ouais. Donc, c'est une performance extraordinaire. Sur le capitalisme de connivence, ça, c'est un point que critiquent beaucoup les Autrichiens. Et c'est donc, en fait, une dénonciation libérale de la dérive du capitalisme qui est engendrée par le poids excessif de l'État. Poids excessif qui rend rationnel pour des grandes entreprises de coopérer avec l'État pour obtenir des avantages à leur profit. C'est ça le capitalisme de connivence. Alors, moi aussi, il ne faut pas que je déborde sur mes fonctions à moi, mais que fais-tu du fameux euro numérique de gros qui débarque à ce moment-là en France lorsque tu dis ça, parce que ce sont typiquement le genre de crypto-monnaie un petit peu étatique. Oui, alors moi, je ne sais pas si je peux relier ce sujet au capitalisme de connivence, mais en tout cas, c'est un sujet très important, celui des monnaies numériques de banque centrale. Alors, si je le relis, c'est parce que je me dis qu'il y a des acteurs de l'industrie crypto qui se placent sur cet euro numérique. Voilà. Ah oui, mais bon, c'est quels acteurs? C'est des consultants. Infrastructure, consultant, franchement, il y a un petit peu de tout. Après, tu retrouves des gros PSAN, fort, je sais pas, un secret, par exemple. Ouais. Alors, bon, ok, je vois. Effectivement, là, on voit des acteurs privés qui vont collaborer à un projet initié par la puissance publique. Bon, mais ça, je sais pas si c'est le capitalisme de connivence, parce que c'est pas des gros acteurs. Le capitalisme de connivence, c'est soit des très gros acteurs, des grandes entreprises, soit des groupes d'intérêts privés très organisés. Qui rassemble éventuellement des milliers de petites entreprises, qui collaborent avec la puissance publique pour obtenir des avantages réglementaires, législatifs et fiscaux à leur profit, au détriment de l'intérêt général. Et donc ça, c'est un phénomène universellement répandu dans l'économie contemporaine, qui est un dévoiement du capitalisme, qui est causé par l'activisme de la puissance publique. Et il est rationnel pour des entreprises et des acteurs privés d'en profiter. Donc, par exemple, les mouvements de gauche qui critiquent les acteurs privés, le secteur financier, irresponsable, etc., en fait, la vraie critique
la plus pertinente à opérer, c'est plutôt vers ce système institutionnel qui rend possible ça, pas vers les acteurs privés. Alors, pour revenir sur les monnaies numériques de banque centrale, bon, évidemment, c'est un sujet majeur pour les années qui viennent. Pour moi, c'est un danger absolu. Et les amateurs de crypto ont vraiment un devoir de vigilance là-dessus pour comprendre ce que c'est et pour, en fait, ils sont un peu en pointe. En théorie, ils devraient être en pointe dans l'opinion publique pour alerter sur les dangers de ces outils qui sont promus par les banques centrales et les États d'une manière pas honnête, en fait, en allant progressivement, en prétendant que ça va résoudre tous les problèmes du monde, etc. Alors qu'en fait, fondamentalement, ça va être des outils de contrôle qui vont renforcer le contrôle monétaire qui s'est mis en place dans le régime actuel. Et donc, c'est une évolution très grave. J'avais vu une pression à l'ancienne, par exemple sur les plateformes comme Facebook qui voulaient mettre le diem en place. Tout de suite, ça avait été retoqué et pas apprécié. Et c'est vrai que toutes sortes d'innovations comme ça est tout de suite refusées catégoriquement, quoi. Est-ce que là, tu es dans l'innovation ou tu es dans le bis repetita de ce qu'on a en réel, mais version numérique? Bon, ça, c'est une autre question. Mais... Dans le cas de Diem, cette crypto de Facebook a été plombée parce que les États ont été inquiets pour leur propre monopole monétaire. Et on peut imaginer qu'ils aimeraient bien faire subir au Bitcoin le même sort qu'à Diem. Et qu'ils sont en train de comprendre que c'est pas possible. Non, donc ils essayent maintenant de mettre en place leur propre outil. Et il y a une course contre la montre, une vraie rivalité qui va se mettre en place entre les cryptos les plus sécurisés et les monnaies numériques de banque centrale. Et ça va être le match du siècle. Hein. Ça va et vraiment... même Twitter qui est devenu X, mais parfois je me demande s'il n'y a pas une bataille, en tout cas pour que ces plateformes qui ont énormément déjà d'utilisateurs, s'ils acceptent les cryptos et qui... on peut s'échanger des cryptos directement entre personnes avec juste le compte. Je pense que tout de suite, les États doivent dire non tout de suite. À mon avis, ils doivent bloquer un petit peu ce genre d'innovation parce que ça ne les arrange pas. Oui, possible. Tout à fait possible. Ouais. Moi, c'était bien. Moi, j'ai appris plein de trucs. Bon, Yorick, merci beaucoup. Je pourrais discuter 2 heures avec vous. Je suis désolée. Ouais, moi, sinon, est-ce que tu avais sur l'euro, j'avais vu, moi, il y a aussi, est-ce que tu as un avis sur l'euro ou est-ce que tu peux en parler? Moi, sur l'euro, par exemple, moi, il y avait beaucoup de choses, j'étais pas trop d'accord pour l'euro à titre personnel. Et après, quand je vois les dérives du billet de 500 qui sert pas à grand-chose, enfin, qui a une utilité, mais pas pour tout le monde. Je vois le chéquier qui a aussi une utilité, mais maintenant de moins en moins. Le Covid qui a favorisé le paiement sans contact, du coup on sort sa carte bleue et on voit de moins en moins l'euro. Enfin, je vois beaucoup de petits trucs qui me dérangent à titre personnel, hein, sur la monnaie, sur la liberté, qu'on peut pas retirer la somme qu'on veut au distributeur. Enfin, on est toujours limité. Dans les achats, il y a toujours, ça fait partie des règles du compte en banque. En tout cas, on signe des règles. Mais on est quand même, il y a des limites. Et d'année en année, on réduit. Il y a de moins en moins de distributeurs. Donc, on doit passer par la CB, le cash qui disparaît. Est-ce que tu as... Moi, c'était ma petite dernière question. Mais voilà, sur l'euro, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et qu'est-ce qu'il faudrait changer en tout cas, ou qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que ce soit plus libre, parce que là je trouve que les libertés sur l'euro, il y en a de moins en moins. Moi je vois 2 sujets. Il y a d'abord sur l'euro lui-même, est-ce que c'est une bonne idée que l'euro existe et d'avoir une monnaie commune? Et puis le deuxième sujet qui est plus celui que tu évoques effectivement, qui est les modalités de gestion de ce système de l'euro, qui sont des modalités de plus en plus restrictives et de plus en plus liberticides, avec une volonté progressivement de sortir du cash, de contrôler de plus en plus l'utilisation de la monnaie par les acteurs privés. Et cette dérive-là, elle est extrêmement inquiétante, elle est liberticide. Et c'est sidérant que le grand public ne se rebelle pas contre cette évolution. Mais le grand public est très léthargique finalement, il est très docile. Et heureusement qu'il y a une petite minorité d'activistes un peu plus lucides qui essaie d'attirer l'attention des gens là-dessus et qui promeut un outil de protection des libertés qui est le Bitcoin.
Après, sur le débat plus général de l'existence de l'euro, etc., moi, j'ai changé d'avis personnellement plusieurs fois sur ce sujet. J'en suis plutôt à un stade où l'euro, en fait, est une monnaie fiat, une construction imposée par les États. Et finalement, que ce soit au niveau étatique ou au niveau d'un groupe d'États, le raisonnement est le même. C'est pas une bonne idée d'avoir une monnaie imposée par l'État. Et dans le cas d'un groupe d'États, c'est sans doute encore plus fragile à long terme, parce qu'il y a quand même d'énormes disparités de situation économique entre les États. Et donc, moi, je ne suis pas du tout convaincu que l'euro va survivre en tant que monnaie commune à très long terme. Ça me paraît même de moins en moins probable, en fait. Je te rejoins. Ce qui est super intéressant, c'est qu'au-delà de cette servitude volontaire qu'on a tous à bien vouloir utiliser notre euro et fonctionner comme on nous dit de le faire en fonction d'un contrat social établi, etc. Dans tout ça, ça pourrait être la conclusion, c'est Bitcoin, on ne sait pas si c'est une monnaie, on ne sait pas si ce sera une monnaie de masse, etc. En l'état. Mais de fait, vu notre discussion, ça participe déjà à l'histoire de la monnaie et à son évolution vers quelque chose d'autre, si on veut bien nous le permettre. Oui, en fait, Bitcoin n'est pas complètement une monnaie, mais il est en train de devenir une monnaie et c'est un phénomène exceptionnellement intéressant et prometteur. Eh ben, merci beaucoup, Yorick, en tout cas. Merci. Merci à vous, merci à tous les deux et à bientôt.